Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, en fait, je travaillais sur une postface sur la version japonaise de Survivre à l'effondrement économique. Chaque fois que je fais une langue, maintenant, chaque fois que je veux faire une nouvelle langue, il y a la version arabe qui va sortir, italienne, russe, etc., etc. Je fais un effort d'écrire une version, une postface. Et probablement un jour, je vais les mettre en ligne en français. Évidemment, je l'ai pas écrite en japonais. Et en écrivant cette postface sur le Japon, je reprenais en revue un petit peu des chiffres et je les mettais à jour par rapport aux données liées à la dette japonaise, à l'économie évidemment du Japon et à la géopolitique de la région autour Japon, Chine, Corée et finalement la partie ouest de l'océan Pacifique. Et en regardant les chiffres, je regardais cela avec attention et je me disais qu'en fait, une des régions par lesquelles un effondrement économique majeur dans le monde peut démarrer, c'est par le Japon. Parce que ce qu'il y a de très intéressant à se rendre compte, c'est que le Japon, c'est une économie d'à peu près 4900 milliards de dollars américains cette année, en 2013 en tout cas, avec une sorte de stagnation économique depuis 1985, en tout cas en bourse, et puis l'économie bien qui tourne bien, c'est un pays riche, je crois que c'est dans les pays les plus riches, je crois que ça doit être la quatrième économie mondiale aujourd'hui encore, donc ça marche assez bien, mais une certaine stagnation. Alors moi, la stagnation, je trouve pas ça que c'est mauvais. La croissance peut être beaucoup plus mauvaise qu'une économie qui est relativement stable et dont le niveau de vie s'améliore. Et donc tout ça, ce serait à revoir. Mais je voyais que par rapport à une économie qui représente un PIB qui représente, allez, on va arrondir 5 trilliards de dollars, donc 5000 milliards de dollars. En fait, on voit qu'on a une dette qui est deux fois ce chiffre, qui est donc deux fois, donc 10 000, un peu plus de 10 000, pour être exact, c'est 10 400 milliards de dollars, donc deux fois le PIB. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que bon, cette dette, c'est colossal, évidemment, deux fois le PIB, mais la dette augmente de 8% par année. D'une part, à cause des déficits du budget et d'exploitation de l'État japonais, mais aussi à cause des intérêts qui s'ajoutent et qui pèsent de plus en plus lourd, euh, évidemment pour le gouvernement japonais, les collectivités japonaises, pour rembourser leurs dettes. Et lorsqu'on regarde ce chiffre, on se rend compte que lorsqu'on a une dette qui augmente de 8% par année et qu'elle représente déjà deux fois son PIB, en fait, on se rend compte que 8% de progression par année, c'est un doublement en 7 ans. Donc ça veut dire que le Japon, dans 7 ans, aura une dette qui sera de 4 fois son PIB. Et dans une dizaine d'années, dans 14 ans, cette dette sera de donc 8 fois son PIB. Je sais pas parce que je sais pas faire 4 fois 2. Hein. Je suis en train de réfléchir si en plus il y avait une accélération ou si éventuellement il y avait une... Bon bref, de toute façon on ne sera pas là dans 14 ans. Il y aura... Et la problématique d'une dette qui devient aussi colossale aussi rapidement, c'est qu'en fait aujourd'hui déjà on se rend compte, et je sais que pour les francophones qui évidemment nous écoutaient, qui suivent par exemple le très bon Olivier Delamarche, lui il a déjà dit, hein, le Japon c'est une catastrophe ambulante au niveau financier, au niveau de la dette. Malgré leur planche à billets qui tourne de la Banque centrale du Japon, je crois qu'ils en sont à la 11e ou 12e planche à billets, eh bien, ils n'arrivent pas ils vont pas y arriver à réduire le poids de cette dette. Alors le problème, c'est que c'est à la fois un problème et un avantage pour le Japon, c'est que l'essentiel de la dette japonaise est détenu par des Japonais. Donc ça veut dire que le jour où le Japon inévitablement fera défaut sur sa dette, donc en gros dira tant pis, je vous rembourse pas, en gros il va le faire envers ses citoyens. Et ça c'est évidemment la recette pour une révolution, un cataclysme social au niveau local, avec des ramifications internationales, puisqu'encore une fois c'est la quatrième économie mondiale, peut-être même la troisième si ça se trouve, je sais, États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, enfin voilà, c'est le cas de le quatuor de tête. Donc, catastrophe sociale qui signifie bien sûr l'effondrement de l'économie japonaise, hein, une grande catastrophe, ça veut dire qu'ils doivent probablement ressortir une nouvelle monnaie, une nouvelle devise, donc une vraie catastrophe, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas
pour une économie de la taille du Japon. Et c'est vrai que souvent, dans mon livre Survivre, je laisse entendre que je vois la grosse fragilité du monde moderne, du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans l'économie américaine. Mais c'est vrai que l'autre économie vraiment malade et probablement extrêmement fragile dans le monde, qui pourrait précipiter l'effondrement total du système, c'est le Japon. Parce que si la France s'effondre demain, c'est un peu comme la Grèce, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas cool pour les Français, c'est pas cool pour nous autres voisins des Français. Mais bon, l'économie mondiale va pas mourir parce que la France fait défaut, ou même l'Angleterre, ce serait très lourd, bien sûr. Mais c'est vraiment, le Japon, c'est autre chose. C'est vraiment un autre, le Japon, c'est 4 fois l'économie française. Donc, ça commence à devenir extrêmement lourd. Alors, c'est plus que l'Allemagne, hein, le Japon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a un problème, c'est que le Japon, il est aussi politiquement et militairement sous le contrôle des États-Unis. Donc les États-Unis, ils ne peuvent pas non plus se permettre d'avoir, en gros, leur allié principal dans le monde, en tout cas dans le Pacifique, se viander complètement. Alors, évidemment, comme je disais, la dette étant détenue par les Japonais, la martingale, c'est de dire à son peuple, bah, tant pis, c'est moins grave de dire à son peuple, tant pis, je ne peux pas vous rembourser, qu'à des banques internationales, etc. Parce que, bon, le peuple japonais vieillit, il est discipliné, certes, mais enfin, pour le politicien et les politiciens qui vont devoir faire ça, ça peut chauffer. Hein. C'est pas dit que, enfin, c'est pas parce qu'ils sont disciplinés qu'ils sont non violents et qu'ils peuvent pas descendre dans la rue et tout fracasser. Ils connaissent les adresses hein, des politiciens en charge. Donc c'est un petit peu un des problèmes. Mais ce qui est aussi intéressant à voir avec le Japon, c'est que le Japon s'est massivement réarmé ces dernières décennies. Alors j'ai pris quelques notes parce que je connais pas par cœur. Merde, mes notes sont tombées par terre. Je connais pas par cœur, mais enfin c'est vrai que aujourd'hui le Japon, c'est alors l'armée de terre, c'est la plus petite. Enfin c'est relativement faible, c'est 170 000 hommes. Enfin c'est quand même pas mal. Mais je vois par exemple ils ont une armée de l'air qui est impressionnante. 700, plus de 700 avions, 760 avions dont 350 chasseurs. Et c'est des F-15, des F-16, des F-1. Je ne sais pas si les F-2 c'est des chasseurs. Chasseurs ou chasseurs bombardiers en tout cas. Mais enfin, ils ont des F-15, c'est un gros client de l'industrie militaire américaine. Avec, on peut l'imaginer, un entretien. On connaît les Japonais. C'est pas des avions où il va manquer des pièces détachées ou ça va être enfin, je veux dire, c'est pas l'aviation albanaise, grecque, italienne. Enfin, c'est du sérieux. Donc, c'est 350 chasseurs qui fonctionnent avec des pilotes chevronnés, bien entraînés, qui volent souvent, qui ont souvent l'occasion de patrouiller sur le Pacifique. Il y a la Corée du Nord à côté. Pendant longtemps, il y avait l'Union soviétique, il y a encore la Russie, la Chine maintenant. Donc c'est des troupes, pour des pilotes en temps de paix, ils sont relativement aguerris. On a aussi une marine qui est assez colossale, je crois que c'est plus de 114 navires de grande taille. Je sais qu'il y a 2 gros porte-hélicoptères, on pourrait carrément les appeler des mini porte-avions. Je crois que c'est Itsumo qui est le tout grand, et la version un peu plus ancienne c'est les Hyuga. Ils sont assez grands. Hein. Il y a c'est combien de destroyers? 26 destroyers, enfin, c'est une grosse flotte, hein, des 13 frégates, une capacité maintenant, grâce à des ravitailleurs, de déployer ses forces assez loin. Ils ont déployé des forces, et ils ont ravitaillé, puisqu'ils sont totalement intégrés à la 7e flotte du Pacifique américaine, ils ont déployé des forces de ravitaillement et de combat, même dans l'océan Indien. Donc, une expérience assez grande et une tradition, évidemment, très très ancienne et de grande qualité dans leur capacité de combat. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a un peu un scénario, un peu comme j'explique dans mon livre pour les États-Unis, mais qui pourrait être en fait déclenché par le Japon, c'est-à-dire une économie qui est incapable de croître et donc de rembourser une dette qui devient de plus en plus grande et de plus en plus lourde, et qui va inévitablement nécessiter un défaut sur la population japonaise qui va s'énerver. Et qu'est-ce qu'on fait quand une population elle s'énerve? Eh bien, on lui donne une cible, on lui donne un ennemi externe. Alors au Japon, il n'y a pas de juifs, donc ils vont pas pouvoir donner la faute aux juifs au Japon. Ils vont donner la faute à un ennemi externe. Et donc on pourrait imaginer qu'avec cette militarisation du Japon, assez forte, hein, c'est quand même des armes et un nombre assez considérable, on puisse imaginer de voir le Japon expliquer le défaut ou faire un défaut pendant une situation de crise qui serait provoquée contre un ennemi. Et le Japon, il n'y a pas 36 000 ennemis autour d'eux. Je ne les vois pas envahir les Philippines. En revanche,
faire dériver une crise comme celle autour des îles Senkaku avec la Chine, ou sur les îles Kuriles. Vous savez que le Japon réclame toujours les îles Kuriles qui ont été occupées par l'Union soviétique en 1945. Et donc, s'en prendre à la Russie et pourquoi pas occuper ou aller sur un conflit avec la Russie autour de ces quelques petites îles qui n'ont pas une grosse importance stratégique, mais qui pourraient être utilisées, comme c'est souvent le cas, pour stimuler un sentiment nationaliste et donc de resserrer la population, en tout cas les jeunes, hein, et la classe moyenne autour d'un État japonais qui, à ce moment-là, dirait, ben voilà, vu la situation de crise, vu la situation de guerre, vu le conflit, nous serions obligés de faire un défaut et donc de vous ruiner, chers épargnants, mais par patriotisme et par voilà, solidarité nationale parce que nous sommes en conflit, parce que nous sommes en guerre, ou parce que nous devons reconquérir nos territoires perdus, blablabla, toutes ces conneries, on les a entendues. Dans mon pays, en Italie, en 1915, l'Italie est rentrée en guerre pour des histoires de terres qui auraient appartenu en territoire austro-hongrois à l'époque à Venise, 200 ans plus tôt. Donc, il est très facile lorsqu'on veut agiter le peuple, il faut un peu l'agiter, le secouer, comme disait, je crois, Talleyrand, avant de s'en servir. Et donc on peut très bien imaginer qu'une des prochaines guerres et une des prochaines crises majeures soit en fait liée autour du Japon avec la Chine, ou, à mon avis, avec la Chine, c'est coton, hein, ou avec la Corée du Nord, ou avec... y a des tensions même avec la Corée du Sud. Hein. Mais peut-être, et moi je le sens, j'ai le petit feeling que le prochain morceau de conflit international va être entre le Japon et la Russie. Ce qui n'a pas de sens, puisque le Japon devrait être un excellent, et est aujourd'hui un excellent partenaire commercial avec la Russie, puisqu'il achète des ressources naturelles russes, et les paye d'ailleurs très très cher, plus cher que le marché international pour des raisons de géographie. Mais enfin, ce sont normalement deux économies qui sont faites pour travailler ensemble. Mais je sens que c'est une de ces zones de conflit potentiel risquée et très grande. Et voilà, donc soyons attentifs sur ce qui se passe au Japon. Je relisais ces chiffres, tout d'un coup je voyais cette dette, la situation japonaise, de comment elle pourrait évoluer, et puis d'un autre côté justement ce réarmement qui est assez intéressant en soi, qui est probablement nécessaire pour un pays comme le Japon, mais qui combiné pourrait donner, disons que dans le creuset actuel, pourrait donner la réaction chimique qui amènerait à un conflit majeur, une guerre, et qui, pourquoi pas, précipiterait une crise économique très très lourde au niveau international. Donc soyons attentifs. Donc voilà, je voulais simplement partager aujourd'hui ces réflexions avec vous. Voilà, à bientôt.